Thank you very much, Madam Moderator. Okay, maybe I wouldn't need all of that. To also thank Africa Jom for inviting us. We've been, it's almost like a road show because we were in Accra last week discussing some of these ideas. And since yesterday, a lot of them have been put on the table. So I think we're already beginning to get the content for some of the concrete ideas we have to push forward. On how do we move from states to ECOWAS of the people, I think for me the starting point these ideas have already been pushed is to democratize ECOWAS. We almost have to go back to bring in the demo into ECOWAS, which is the people into ECOWAS. And it means we have to rearrange the institutions of ECOWAS and their powers. And of course, the main ones, the heads of states, parliament, the ECOWAS courts, where the citizens' platform and voice, and how we can make way for citizens to be able to influence the decision-making processes across these institutions. But more importantly, it's how do you make ECOWAS institutions more legitimate, in the sense that they draw their powers and their actions from the people directly or indirectly. The main area where we need to do a lot of reform is the parliament. And I think already the suggestion has been made that we need to directly elect our ECOWAS parliamentarians rather than the current situation where they are appointed by the members of parliament, some sort of a caucus in the parliament to come and represent us. But last week, Professor Bashali made a proposal which I think we have to consider very seriously. We have to find a way to also reimagine the representation role of parliamentarians beyond the political parties. So if we are going to elect, I think we need to think about more progressive ways of elections, like proportional representation, where we can target particular groups like youth, like women, professional bodies, even get representation from traditional authorities, religious authorities, private sector, rather than just rely on the same traditional political party elections, first past the post type of elections. We need to be more creative with this opportunity to make sure that we can create a chamber where we have a real diverse opinion, and diverse opinion that has capacity, that can really enrich debates and can put pressure on heads of states. And of course, the parliament has to be a legislative body, right, that is able to check the heads of states. So I think there's a lot we need to be able to do with the parliament to really balance the power, but also create the necessary checks. For ECOWAS, that work is already ongoing, and I'm sure many of you are involved in that. It's driven by ECOWAS, but I think we need to put more pressure to make sure that this
can see the light of day as quickly as possible. This is the formal platform for civil society to input and shape and influence decision-making at ECOWAS. And it's been lacking for many, many years. We've been trying different ways in which to engage. So we just need to get this done as quickly as possible. Apart from the political organization, I think the issue that has been raised around security is important. And this is also reflected in the 2050 vision. But the security issue is an immediate one. And the sooner we are able to begin to work to get the ECOWAS standby force, provide joint training for our forces, even things that we started like the Accra initiative to share resources to tackle terrorism and so on and so forth, can all be revived. But this is an immediate need. We need to find a way to protect our citizens and also to secure our territories and our borders. The third one, I would say, is around trade facilitation, and the last session talked a bit about that. The issue, and last week, one of the resource persons mentioned it, that we were already West Africans before we became ECOWAS, in the sense that our citizens were trading among each other and moving across West Africa, and all we need to do is to enable them to do these activities even better and to do it with security. So there's a lot we can do around the partnerships, even with the AES withdrawal. How do we continue to engage? Because our citizens, even with all these challenges, are still going to bring onion from, I'm in Ghana, onions come from Niger. So with the withdrawal, the onions are still coming from Niger. How do you facilitate those things to make real meaning for people's lives, to tackle poverty, youth unemployment, and so on? And I'll say the last issue for me is that we need to harness our positive culture, our histories, our knowledge, to generate discourses and narratives, you know, of our resilience, our hope, our unity, our solidarity, our justice, our excellence, our leadership, our citizenship, speaking truth to power, sovereignty, and independence. Because I feel that in our desperation, we are coddling dictatorships. You know, we are looking for messiahs. And we know that at the bottom of it, it is fairness, justice, it's our human rights that will make us thrive. So those are the narratives that I think we have to mobilize to support this transition from states to peoples. Thank you very much. Merci beaucoup, Monsieur Asante. Je voudrais vraiment susciter la réflexion ou votre réaction par rapport à deux sujets. Le problème de l'émigration des jeunes. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui d'avoir une politique commune au sein de la CEDEAO pour régler ce problème de l'immigration des jeunes et répondre justement à cette traversée, à ces problèmes à travers le Sahara jusqu'au Maghreb, etc. Est-ce que la CEDEAO peut prendre en charge cette question qui est extrêmement importante? La deuxième préoccupation, c'est par rapport à la diplomatie. De façon générale, la diplomatie africaine, de mon point de vue, est très faible, vu les enjeux sur le plan mondial. Est-ce que la CEDEAO, on peut donner pouvoir à la CEDEAO d'aller beaucoup plus loin en matière de diplomatie et de défendre les intérêts de la sous-région
par rapport au reste du monde? Ça, c'est une question fondamentale. Quand on voit comment les citoyens africains sont traités dans différents pays du monde aujourd'hui. Par exemple, je prends seulement l'exemple de ce qui se passe aux États-Unis, les travel ban désignés par le président Trump. Est-ce qu'il est possible d'avoir une réponse commune ou interpellation commune de la part de la CEDEAO pour donner plus de pouvoir, de force, de pouvoir à cela face à des États qui aujourd'hui respectent de moins en moins, si vous voulez, les intérêts des citoyens africains? Merci. Voilà mes deux questions par rapport à votre intéressante présentation. On termine par Orlando, un jeune ambitieux en politique qui se veut aujourd'hui une alternative en Guinée-Bissau. Alors nous vous donnons la parole, Orlando. 10 minutes. Voilà. Bonjour. Je voudrais avant tout remercier encore une fois Afrikajom, remercier notre doyenne Alioune. Je souligne que j'étais récemment à la réunion qui a été organisée, la réunion préparatoire. Alioune nous a fait l'honneur, nous a invités. Donc, encore une fois, on est là. Je suis là en représentation aussi de tous les mouvements sociaux du territoire africain de la Guinée-Bissau. Ensuite, on a participé récemment aussi à une conférence avec Waxi à Dakar. Et on est sorti avec une proposition très claire de rendre possible les mouvements sociaux africains, en commençant par l'Afrique occidentale. Et nous y croyons, nous y travaillons et nous croyons que nous allons arriver. Et pour aussi dire à l'audience le rôle que ce grand homme a toujours joué, mais en particulier pour la Guinée-Bissau, Alioune est toujours présent, suit de très près les événements à Bissau, et dire qu'il y a de cela un an, j'étais en prison avec 92 autres Bissau-Guinéens, y compris 14 femmes. Il a joué un rôle clé dans notre libération après 10 jours d'incarcération, torturé. Voilà. Donc, c'est encore un moment de lui dire merci. Et je sais qu'il fait d'autres actions de plaidoyer que les gens ne connaissent pas. Donc, c'est un grand monsieur qui est là. Et remercier Penda aussi, que j'ai connu il y a longtemps, quand j'étais étudiant ici. C'est un plaisir de partager ces plateaux. Une femme très déterminée. Et remercier les membres du panel. Et vous remercier, chers confrères africains, pour vous dire que moi, je vais profiter de ces 8 minutes qui me restent pour parler sans langue de bois, comme je le dis. Donc, j'essaie d'imiter les citoyens lambda, les vendeurs au marché de Koloban. Quelle est son attente par rapport à la CEDEAO? Et je suis, à part mes activités d'enseignant, journaliste, éditeur-chef d'un journal, mais je suis aussi coordinateur de Front Populaire, comme elle a souligné au début, qu'un mouvement populaire, un mouvement qui milite pour un changement radical, pas seulement sur le plan interne du territoire africain de la Guinée-Bissau, mais au niveau de l'Afrique. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, les pères fondateurs de la CEDEAO, leur objectif numéro 1 était de lutter pour concrétiser l'objectif de l'unité africaine. Donc nous avons l'obligation de continuer pour réaliser ces rêves-là. Il est possible. Quand nous critiquons la CEDEAO, ce n'est pas pour mépriser ceux qui travaillent. J'ai partagé
J'étais en conférence avec notre grand frère du territoire africain du Ghana. Il est là. Une conférence organisée par WANEP était consacrée à la révision du protocole additionnel de Dakar. Et je me souviens des recommandations, j'ai toujours gardé ça en tête, que j'avais laissé au panel, que l'un des défis, malgré tous les acquis qu'a été, nous tous on est d'accord, on est fiers d'appartenir à cette région de l'Afrique, mais il faut reconnaître qu'on pouvait faire plus. Et l'erreur serait de continuer à avoir un manque d'ambition. On risquerait d'ici 40, 50 ans encore faire un bilan qui ne serait pas un bilan qui honore le peuple. Notre peuple aspire à une transformation radicale de nos pays. Nous avons les ressources, nous avons les capacités pour le faire. Et là, je m'en viens pour dire que quand la CEDEAO a été créée en 1975, on n'était que 100 millions. 100 millions à peu près. Aujourd'hui, nous sommes 456 millions. Les défis en ces temps-là et les défis que nous avons aujourd'hui ne sont pas les mêmes. Nous avons une population qui a augmenté d'une manière exponentielle, dominée par les jeunes, que constituent sur cette population-là, 65% sont des jeunes. La question que je voudrais poser ici pour développer mes thèses, c'est comment fait-il qu'on continue à penser qu'il est normal d'avoir 65% de jeunes et qu'on accepte certaines narratives. Ces narratives me dérangent. Et à chaque fois que j'ai l'occasion de parler, je reviens sur ça. Chaque fois qu'on parle de changer la CEDEAO, les réformes qu'il faut faire, on dit qu'il faut impliquer davantage les jeunes, il faut impliquer des femmes. Je pense que c'est des narratives très graves. Il faut abandonner ces narratives-là. La révolution, depuis toujours, l'histoire de l'humanité a été l'histoire de jeunes qui fassent la révolution. Donc, mon message, c'est de dire aux jeunes, vous ne devrez pas être impliqués. C'est à vous de faire le changement. C'est à nous de faire le changement. Peut-être que j'ai dépassé un peu. Hein? Voilà. C'est à nous de faire le changement. J'ai une proposition très claire à la sortie de ce qu'on a fait avec WAXI. Nous sommes en train de travailler sur ces mouvements africains et je voudrais que ça soit aussi un agenda d'Africa Jom et des organisations qui participent à ces forums, de dire qu'il faut institutionnaliser le forum social africain à partir de ce rendez-vous-là. Et il faut l'institutionnaliser chaque année. Parce que on ne va pas avoir encore l'opportunité pour revenir ici et interroger le fonctionnement de la CEDEAO, l'architecture de la CEDEAO. Cette occasion-là, on ne l'aura pas. Et même si on a les rapports qui sont produits, qui nous assurent que les contenus vont être respectés, ils vont tenir compte. Autrement dit, les gens, l'élite qui dirige la CEDEAO, qui a dirigé la CEDEAO jusqu'à présent, ce n'est pas l'élite jeune. Ce ne sont pas des jeunes. Et là, on n'a pas d'excuses à faire de penser que les jeunes n'ont pas de capacité. Les jeunes sont capables de faire le changement. Et pour ça, il faut les forums, comme je dis, avoir un forum institutionnalisé africain qui va discuter sur les problèmes réels de nos pays. Maintenant, pour revenir à ce qui nous intéresse, la CEDEAO. Il y a deux courants qui profilent quand on parle de la CEDEAO, le changement qu'il faut. Il y a un courant qui dit qu'il faut prendre des réformes au sein de la CEDEAO, changer l'architecture, changer le fonctionnement, institutionnaliser la monitorisation de la gouvernance dans les pays membres. L'autre courant, c'est le courant qui prône la formatation. Moi, je suis de ces derniers courants-là qui pensent qu'il faut formater. Cela ne veut pas dire que nous ne croyons pas, que nous ne sommes pas au courant. Quelqu'un parlait tout à l'heure de carte d'identité biométrique, le passeport de la CEDEAO. En venant au Sénégal,
Souvent, je voyage avec, la dernière fois, j'ai voyagé avec ma carte d'identité dans l'avion. Ça me fait fierté que cette région a fait plus que certaines régions dans l'Afrique. Mais je pense qu'on ne doit pas faire référence à nos frères africains qu'il faut peu que nous. Non, on doit regarder l'Asie. On doit regarder un pays comme la Singapour, qui à 50 ans derrière n'était rien, mais qui a bâti un agenda de transformation. Voilà, je crois qu'il est possible. Je pense qu'il faut déclarer, il faut formater la CEDEAO. Mais pour formater la CEDEAO, la CEDEAO n'est que l'image des États que nous avons, la façon dont ces États fonctionnent. Nous avons les partis politiques, l'élite politique dans nos pays. On ne peut pas prétendre changer la CEDEAO et n'a pas parlé de ces États et de ces partis politiques, de ces classes politiques dans nos pays. Ces partis politiques nous coûtent trop cher. Ils consomment plus de moitié de nos budgets. Souvent, on n'a pas de l'argent pour construire des hôpitaux, pour construire des écoles. Mais ils roulent dans des voitures qui coûtent plus de 100 millions de francs CFA au ministre. Hein. Donc, il faut se poser la question combien un ministre nous coûte, combien un président de la République, un premier ministre. Donc, c'est ça que les populations aujourd'hui, au-delà de la réforme, au-delà de la formatation de l'architecture de la CEDEAO. Je voudrais aussi dire qu'il faut déclarer d'une manière solennelle la guerre aux frontières. Ces frontières-là nous bloquent. Pas seulement les frontières physiques, les frontières mentales. Ça a un impact mental. On a été éduqués. Ma génération est de l'école. On a appris d'accepter le phénomène national tel qu'elle a été désignée à la conférence de Berlin, qui a été une insulte à l'Afrique. Notre génération ne peut pas continuer à accepter ça. Il faut déclarer une guerre. Donc, le mouvement social africain que va naître, bon, je ne dis pas, beaucoup de choses ont été faites par le passé, mais nous voudrons que ça soit plus institutionnalisé, plus organisé, incarné par des figures qui ont déjà montré leur crédibilité. Vous êtes là, Penda, des gens dans cette salle-là qui ont montré des preuves. Nous avons des jeunes aujourd'hui décomplexés qui doivent être sur le chemin de rendre cette révolution que nous pensons qu'elle est nécessaire. Et je voudrais dire qu'il est important de considérer pourquoi on est enfermé dans ces petits micro-États-là. On est fiers. Alors qu'on sait que la cartographie de ce monde-là aujourd'hui nous impose une réinvention. Il faut réinventer les chemins. Il faut une réinvention aussi idéologique. Et là, je dirais que les pères des indépendances africaines, leur vision sur l'indépendance, c'est que l'indépendance ne serait pas un fait, mais ce sera un instrument pour continuer la révolution en Afrique. Donc l'indépendance, ce n'est pas pour rester dans le sommeil, que tout est déjà réglé, nous sommes citoyens de ces micro-États, mais c'est un instrument, on utiliserait ces indépendances pour construire la révolution, pour construire l'émancipation dans nos pays. Donc j'ai dit, il faut reformater la CEDEAO. Son mode de fonctionnement ne tient plus. Notre grand frère a parlé de la commission. Le passage en 2007 de la commission, du secrétariat vers la commission, c'est dans les papiers. C'est dans les papiers. Le président de la commission, c'est un chef de cabinet du président de la conférence des chefs d'État. On sait, moi je viens d'un pays, et récemment, une mission de la CEDEAO a été expulsée de mon pays, la Guinée-Bissau. Donc, le pouvoir excessif de chefs d'État, on a parlé ici, ce n'est pas la peine que j'en revienne ici. Donc, mais pour dire que il faut un changement profond, il faut une charte nouvelle pour la CEDEAO. Et cette charte-là, ce n'est pas le leadership des chefs d'État qui doivent écrire ça. C'est le peuple de la zone qui doivent s'engager à écrire
et défendre cette vision de peuple. Je pourrais revenir sur d'autres questions, mais je crois qu'il nous faut avoir une approche plus forte. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour véritablement cet engagement. Il faut y croire. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. J'ai lu quelque part ce matin que le président Omar Sissoko Embalo veut régler la crise entre Israël et comment ça s'appelle, l'Iran. S'il a autant de capacités et de pouvoir, il faut d'abord qu'il l'utilise pour notre sous-région. Véritablement, je le vois avec les grands de ce monde, mais on a besoin de ça dans la sous-région. Je crois aussi, pour ce qui concerne la commission, peut-être Ndongo, professeur Ndongo pourra y revenir, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a des moments où on s'est retrouvé avec de très fortes personnalités à la tête de la commission qui ont fait avancer et bouger la CEDEAO. Je parle, justement, je pense à Chambas. Il a joué un rôle déterminant dans les transformations sur le plan institutionnel, l'intégration de nouvelles structures, etc. Et Chambas était là, il discutait il avait de l'influence auprès des chefs d'État et tout le monde le respectait. Mais au fur et à mesure que nous avançons, on voit que petit à petit, le président, celui qui dirige la commission, en tout cas, s'effacer complètement et devenir évanescent. Et ça, c'est un vrai problème. Même ceux qui sont issus de la société civile, en qui on avait placé beaucoup de confiance, par exemple sur la sécurité, le commissaire à la sécurité qui était ici avec nous. Mais après, une fois qu'ils sont à la tête de des structures, ils changent leur vision en tant que société civile. Ça aussi, s'ils sont allés là-bas, s'ils se sont fait remarquer en tant que société civile, il faut qu'on continue à porter les idéaux de la société civile, quelle que soit la situation. Je crois que ça aussi, c'est un autre problème. Et nous devons tous nous unir, nous battre pour que justement la CEDEAO dépasse cette situation, mais avec de fortes personnalités pour la porter. Ça, je pense que je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors, nous avons 20 minutes de débat. Voilà, merci professeur. Je suis Traoré Ojo de la Côte d'Ivoire. Je me passionne pour ces deux panels, le 6e et le 7e, parce que moi-même, j'ai commencé à militer pour l'intégration africaine quand j'avais 35 ans. Aujourd'hui, j'en ai 60 ans. Pour dire combien de fois nous avons mené une lutte quand on a créé le club OUA, le club Union africaine, et puis bon, avec le frère Ndongo, le président Aluntine, combien de fois nous avons travaillé à mettre en œuvre cette vision. Alors, je voudrais d'abord féliciter tous les intervenants et revenir sur un certain nombre de défis. C'est un certain nombre de défis sur lesquels il faut qu'on prenne le temps de regarder. Un, premier défi, les tentatives de regroupement au niveau de la société civile. Au niveau de la société civile pour consolider la CEDEAO des citoyens. Je regarde le professeur Ndongo, je me dis qu'il faille faire le point avec Waxos. Où en est-on? Parce que la CEDEAO nous a donné une opportunité. On n'a pas su l'exploiter, ou du moins, on a été incapable. Oui, la société civile africaine, ouest-africaine a été incapable. Parce que nous avions eu les moyens, nous avions eu l'appui institutionnel. Mais aujourd'hui, c'est terminé. Il n'en est plus, il n'en existe plus. Donc aujourd'hui, professeur Ndongo, prenons le temps d'évaluer un peu, de faire le point. Le professeur Mbo a dit, il faut évaluer. Je souhaite qu'on fasse cette première évaluation. Deuxième évaluation à faire, le plan communautaire de développement. Quand je regarde Ndongo, on était ensemble en 2007 au Nigeria, on a beaucoup travaillé sur la question. Le plan communautaire de développement, qui était un plan extrêmement intéressant pour nous. Mais où en sommes-nous? Nous nous sommes organisés, nous avions des chercheurs, nous avions des jeunes, nous avions les différents barreaux, nous avons des femmes, nous avons des entrepreneurs. Tous, on se retrouvait à Abuja et on construisait cette conscience communautaire au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Mais aujourd'hui, moi, je ne sais plus où ça se retrouve. Donc, débat, il faut qu'on fasse, bien sûr, l'évaluation du plan communautaire de développement.
Alors, je continue toujours de poser donc les questions d'évaluation. Et j'aborde la question liée, bien sûr, à l'écosoc. Le professeur Ndonga a parlé tout ça de l'écosoc de l'Union africaine. Oui, moi j'ai participé à la première assemblée générale de l'écosoc de l'Union africaine, où nous avons travaillé avec, paix à son âme, la ministre Wangari Maathai. Nous avons mis en place l'écosoc de l'Union africaine, qui a marché et aujourd'hui qui continue de marcher. Et en son temps, nous avons interpellé le WACSI et la RADO, parce que le président à l'unité était à la RADO, comment on pouvait créer donc ce mouvement pour commencer déjà à réfléchir à l'écosoc de la CEDEAO. On ne l'a pas encore fait. Ce sont des projets qui sont en friche. Comment on peut relancer tout ça pour qu'ensemble, véritablement, on puisse continuer ce travail. Troisième proposition concrète, la mobilité des jeunes. Vous savez, nous, on a vécu une situation en 1994 qui était très intéressante. Qu'est-ce qu'on a fait? Nous avons quitté la Côte d'Ivoire en car et nous nous sommes retrouvés à Nouakchott lorsque la Mauritanie était donc dans la CEDEAO. Mais c'était important. À chaque frontière, nous nous arrêtons, nous plantons des arbres, nous décidons de faire disparaître les frontières héritées de la colonisation. C'est ça. Donc aujourd'hui, ce sont des projets qu'on peut reprendre pour aider les jeunes, pour mettre en place cette conscience communautaire, pour leur dire que tu sois ivoirien, de l'Afrique ivoirienne, ou ailleurs, ou sénégalais, ou malien, nous sommes avant tout ouest-africains. Donc il y a des projets à faire, il y a beaucoup de choses à faire, et je souhaite que durant donc cette rencontre importante que nous avons, nous puissions prendre donc ces projets qui sont en friche, et voir comment, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le professeur Luntini qui reste un combattant qui va reprendre toutes ces idées-là, on peut se mettre autour et voir comment continuer. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut le faire. Donc voici un peu quelques idées extrêmement importantes que je voudrais partager ici avec nous. Voilà. Donc voilà un peu ce que je voudrais dire. J'ai compris un peu, vous revenez sur l'architecture de l'Union africaine, de la CEDEAO. Laissez l'architecture de la CEDEAO. Ça n'a pas marché. On a beaucoup de choses à dire. Mais le peu qui est là aujourd'hui, là, reprenons les initiatives qui sont là, mais la société civile qui s'organise. Les chercheurs qui s'organisent. Voilà un peu le défi. Donc vraiment, notre ami donc, de la Guinée-Bissau, soyons un peu indulgents, laissons ce qui a été fait, reprenons l'initiative, travaillons avec la société civile pour voir ce qu'on peut faire. Je suis sûr que dans 30 ans, nous aurons cette intégration africaine. C'est sûr qu'on ne sera plus là, mais nous, les plus jeunes, pourront continuer le... Ah oui, oui, mais professeur, si vous avez 60 ans, et si on vous ajoute 40 ans, vous voyez un peu, vous êtes centenaire, c'est pas évident. C'est pourquoi je parle, c'est un défi que je lance aux jeunes. Travaillons maintenant pour avoir cette CEDEAO extrêmement importante. Merci. J'ai été long, je m'excuse, parce que je suis très passionné sur la question et il est important de partager les bonnes pratiques avec les jeunes. Merci. Thank you all the presenters. Very interesting, and the formation is like practitioners, so I know all of you. But my questions, which the moderator asked, those are very diplomatic and technical questions. But however, I've just discussed with my brother Mbaye here about the issue of leadership. It's on both levels. You are there. 2000, when I came with Chambers, as she mentioned, we normally allow the civil society. But as time goes on, you know what nearly happened. I nearly lost my job in Ouaga, 2006. Yeah, but nevertheless, the problem of the issue of leadership has been that it's unfortunate that even our president here, Faye, came at the right time. He could have been a person to put legitimacy, power, and authority, because it came through the right way. But unfortunately, it came at the tail end when strong personalities that are actually, they might have their fault, like Isufu of Niger just left, Buhari of Nigeria left, and Nana Akufo-Addo is also leaving, or left, or sorry, and one of the big guys, if he didn't change, he's supposed to leave this time around,
October. And the other one in your country, Guinea-Bissau, is still there. Is trying to come on whether second term, but through backyard. So when you look at all this, I don't want to, I will just be speaking it diplomatically, but you can discern from what I'm saying. So in essence, it means who are the people who are there right now? Unlike those days, as we said it, Obasanjo was there. I don't want to give examples. The Togo came, Niger came, Equatorial Guinea came, Gambia came. I knew how I followed and we settled. But later on, as you rightly said, the head of state are faster than us in the secretariat, as you've said. First, I will come when Compaoré was there. He knew he wants to plan his third agenda. He sent Kadri as the head. When he finished, Côte d'Ivoire knows he's coming. He sent Bru. And I knew how he did it that time. I was there, AU. He said, I'm giving you the best of my minister. Unfortunately, Bru came there. We knew what he did. I worked for him for 4 years, my colleague. But no, most often when we write communique, Lutin was there, I would tell them, AU, UN, they are ready. After finishing that, Senegal here, Oga want to do third term, you always do social affairs. You now say you want commissioner for political peace and security. We knew already to stigma, if not for Lutin, a group that we sent underneath to work. That one will have been. So the next one coming now, Mbalo will want it. Mbalo will want it. Just say I said it here. He wants it so that he wants somebody at the commission who will be the technical head. No, not any position above me. I used to tell them. Any position above the director is political. He's the head of state that take them. That's why Madame referred to one of my colleagues that were in civil society. Now he couldn't. But he's trying his best, but they are telling him, you've forgotten you are now a political person. So that has been the problem. But what has been the difference between Vision 2050 and 2020? You need to elaborate that. But this one, I'm part of it, is part of my retirement package, which we did, committee of the directors. The difference is that we involve the grassroots this time around. We went through the 15 member states. They also involved the non-state actors. They came to Ghana and everything. And at the end of the day, you see that the pillars, the pillar one, which is on peace, security, and stability, it talks about the issue of securing a stable and peaceful region. Then it has the strategic orientation, which the earlier one didn't have. That is the monitoring and evaluation procedure involving the practitioners. Unlike us sitting at the commission there. So this one talk about the issue of strengthening regional peace and security, strengthening human security, and the most important one, which is strategic orientation, 1.3, prevent, manage, and resolve conflict. And then there are also some areas where they call cross-cutting. That our colleague, so those ones, they now impeded it that the member state should also domesticate and buy into it. So, but the problem is, as you rightly pointed out, is the domestication from the member states. They sign all these things, but at times they are not. I can't tell you what I witnessed in most of this country here. I believe is, you want to go there. Yeah, he just said it. I laugh my colleagues that those are the things we are solving. They will drive you away. They will say, what are you coming to fact find? What are you coming to monitor? What are you coming to facilitate? Merci, chers intervenants. Je ne serai pas longue. Vous avez parlé des réformes par rapport à la CEDEAO, de la CEDEAO des États à la CEDEAO des peuples. Donc, ce qui a un peu interpellé ma réflexion, c'est que vous avez parlé de la société, de l'implication de la société civile, de la jeunesse. Vous avez parlé aussi des députés qui sont directement nommés par nos gouvernements, et je n'ai pas entendu en aucun cas parler des décisions judiciaires de la Cour de la CEDEAO qui sont toujours pendantes. Donc, si par exemple on prend le cas du Sénégal, il y a beaucoup de décisions judiciaires qui ont été données par la CEDEAO et qui n'ont pas fait l'objet d'application. On peut citer par exemple l'affaire Ousmane Sonko,
l'affaire Khalifa Sall, l'affaire Karim Wade, qui n'ont pas toujours été appliquées au niveau du Sénégal. Et aussi, si on cite par exemple le protocole 2005, qui, par exemple, sur la saisine individuelle, qui permet aux individus d'aller saisir directement la Cour de justice de la CEDEAO, sans pour autant passer par nos juridictions nationales. Et là, on note que il y a des affaires qui sont portées simultanément au niveau de nos juridictions nationales et en même temps au niveau de la Cour de justice de la CEDEAO. Et ces deux affaires-là sont toujours pendantes parce qu'en même temps, la juridiction nationale qui étudie l'affaire, et on note aussi cette même affaire qui est portée au niveau de la Cour de justice de la CEDEAO. Est-ce qu'on peut s'attendre à des réformes par rapport à ces décisions judiciaires-là et à la saisine individuelle? Y a-t-il pas des réformes qui doivent être mises en place pour la bonne gestion de ces différentes affaires? Merci. Thank you very much, Professor Penda. I'm Abdulamin Kamara at Africa Jom Center. I hold a PhD in international law and politics. You know, what has been disturbing, the disturbing reality over the years, over the past years, recent years, is that there has been double standard with respect to the enforcement of ECOWAS protocol on additional protocol on democracy, good governance, and the rule of law. When it comes to the three states, Mali, Niger, and Burkina Faso, ECOWAS has been aggressive. But when it comes to Guinea-Conakry, it has been soft. But all these four countries have the same government. They are military government. Is ECOWAS not a victim of an imperial law in making? Inasmuch as ECOWAS does not have its own, in principle, given that it's funded by the Western powers, it doesn't have its own policies with respect to geopolitics. Is ECOWAS not a victim of an imperial law in the making? Merci. Je suis Kofi Ignace. Je prends encore la parole au nom du club CEDEAO. Alors, la principale question, comment passer d'une CEDEAO des États à une CEDEAO des peuples? Et on l'a dit dès le départ, la CEDEAO n'est pas connue de ses populations. Tous les rapports, tous les sondages, tout ce qu'on a eu à dire ici, en grande partie, ça montre que notre organisation n'est pas connue. Nous sommes dans le domaine de l'éducation. En Côte d'Ivoire, la CEDEAO est enseignée, et bien sûr dans le programme éducatif. Du collège au lycée, on a à peine 10 heures à consacrer à l'étude de la CEDEAO. Donc un élève qui part en 6e jusqu'en terminale, pratiquement c'est moins de 10 heures qu'il a pour connaître la CEDEAO, pour être évalué sur la CEDEAO. Comment vous voulez que quelqu'un connaisse cette organisation? Qu'on n'ait pas l'histoire, qu'on n'ait pas les personnalités historiques, qu'on n'ait pas la géographie, qu'on n'ait pas les peuples, les valeurs, on ne connaît rien. Et on avance. Et on veut quand même bâtir une conscience communautaire, alors qu'on ne sait rien. Combien connaissent l'hymne de la CEDEAO? La CEDEAO a un hymne. Et dans nos sondages, dans nos activités, on s'est rendu compte que beaucoup de citoyens, beaucoup d'élèves, étudiants n'ont jamais entendu l'hymne de la CEDEAO. Ils ne savent même pas que ça existe. Mais avec ça, nous sommes dans une communauté et on veut bâtir, bien sûr, l'intégration. Quand l'ambassadeur Babacar Carlos Mbaye était encore à Abidjan, avec lui, nous avons bien sûr conçu le projet Club CEDEAO. Nous avons dit, si nous voulons bâtir la communauté des peuples, il faut amener la CEDEAO vers les citoyens. Il faut amener la CEDEAO, bien sûr, vers les populations. Et nous avons proposé des activités. Au-delà des campagnes de sensibilisation, au-delà des conférences, on a proposé qu'il y ait un concours sur la CEDEAO. Et le prix, c'est le prix Aboubakar Diaby Ouattara, c'est son excellence même qui a proposé le prix, le nom, en hommage au premier secrétaire exécutif de la CEDEAO. Nous avons organisé ce concours,
on a demandé aux élèves, aux étudiants, bien sûr, de venir et de connaître leur espace. Donc, les épreuves portaient sur la CEDEAO, les peuples, les valeurs. Et donc, il fallait connaître, bien sûr, toutes les valeurs, les populations, les peuples, l'histoire des autres communautés, des autres pays. Et ça a permis aux élèves et aux étudiants de mieux connaître, bien sûr, l'espace CEDEAO. Quand on a lancé ce concours, beaucoup d'étudiants, beaucoup d'élèves sont venus se présenter et ils étaient obligés, bien sûr, d'étudier la CEDEAO. Pourquoi? Parce que le gouvernement ou le programme éducatif ne permet pas de connaître davantage l'organisation. Et ça a été fait. Quand on a lancé ce concours, on a dit à son Excellence, permettez que les étudiants puissent avoir des prix, des ordinateurs, avoir des prix, des bourses de financement. Et quand ça a été fait, c'est même quand un étudiant reçoit un ordinateur de la part de la CEDEAO, mais sa vision change. Ils ont été les ambassadeurs même de la CEDEAO. Ils ont commencé à défendre la CEDEAO. C'est pourquoi nous demandons qu'il y ait réellement un appui sur le projet Club CEDEAO, parce que nous sommes et nous croyons que c'est le seul projet qui peut amener bien sûr, à la CEDEAO à faire sa promotion et à connaître bien sûr l'espace. Merci. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. C'est Mamadou Diouf, vice-président du club CEDEAO UGB. On remercie par mon nom personnel et au nom du club CEDEAO UGB le doyen Alentine et l'ensemble des intervenants. Le thème de ce soir, c'est de la CEDEAO des États à la CEDEAO des peuples. Et on parle de réforme. Et là, je pense que la première réforme devrait être la réforme donc, de la dénomination ou de l'appellation même de la CEDEAO. Parce qu'on dit la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Et là, si on veut adapter cette CEDEAO-là ancienne à une CEDEAO des peuples, il faudra au moins parler de la communauté économique des États, ou bien des États et des peuples, ou bien des peuples de l'Afrique de l'Ouest, pour que le nom donne au moins le premier message, et également le projet sera un projet croyable. Et à cet aspect, il faudra aussi beaucoup de travail, parce que l'aspect fondamental de la CEDEAO des États était les États. Donc, dans la CEDEAO des peuples maintenant, l'aspect fondamental, c'est les peuples. Il faudra renverser maintenant l'ordre, bien le paradigme à partir donc du peuple. Et là, je pense que le peuple, qui est le peuple commence par l'habitant qui habite au village le plus reculé de n'importe quelle zone, que ce soit à Toumousokro, à Karton en Gambie ou bien à Tokiar ici au Sénégal. C'est à partir de ces habitants-là que le peuple commence. Et ces peuples-là sont les plus reculés et ils n'ont aucune information de ce que la CEDEAO fait. Alors que malgré que la CEDEAO fait de grandes choses, mais il faudra que l'information commence. La divulgation de l'information doit commencer même à ces peuples-là. Donc, le renversement de ce paradigme-là pour que le projet de la CEDEAO des peuples soit un projet croyable et qui sera réalisable. Je vous remercie. Merci beaucoup. Mais je voudrais simplement dire que nous n'allons peut-être pas entrer dans les débats sémantiques. Mais l'État n'est pas une entité abstraite. L'État existe, c'est parce qu'il est en relation avec les citoyens. Sans les citoyens, il n'y a pas d'État. Alors, oui, allez-y. Ensuite, on va vers Aïcha. Alors, merci de m'avoir accordé la parole et de m'avoir donné en tout cas cette opportunité de m'exprimer devant ces autres personnalités qui sont ici présentes. Donc, pour être très pragmatique dans mon intervention, c'est juste axer ma position sur un aspect. Je pense que le professeur Penda a esquivé la question. Je pense que c'est la question relative à la société civile. Donc, on ne peut pas parler d'une CEDEAO des peuples sans pour autant avoir une bonne société civile, une forte société civile. Et ce qu'on a constaté de la société civile, qui parle de société civile, parle de la jeunesse, et en tout cas de plusieurs représentations. Donc, par cela, si la société civile, ce qu'on a constaté, c'est qu'elle est une société civile qui est cooptée, parfois même neutralisée par les pouvoirs publics. Et si on ne pense pas, en tout cas,
à, en tout cas, mettre en place une bonne société civile. Je pense qu'il y a quelqu'un qui l'a souligné. Institutionnaliser cela, je pense qu'on risque en tout cas d'échouer sur ce projet de la CEDEAO des peuples. Je vous remercie. Merci beaucoup. Aïcha. Et vous, ça va être le dernier intervenant. Ouais. Ok. Moi, ça va être rapide. C'est juste une annonce. Au-delà de la plateforme que Cheikh a présentée hier, nous sommes en train de travailler sur un chatbot sur la CEDEAO destiné aussi bien à la société civile qu'aux populations. On aurait bien voulu montrer la version finale ici, mais malheureusement, elle est en version bêta. Donc, on va mettre le lien dans le rapport final. Et si vous avez des ressources et autres, s'il vous plaît, veuillez les partager avec nous pour que ça soit aussi performant que possible. Merci. Merci. Dernier intervenant. Je suis Baou Diallo, étudiant en gestion de projet. Alors, je vais rejoindre les représentants de la CEDEAO. Actuellement, la population de la CEDEAO est composée de jeunes. La population est jeune. On n'entend pas. J'ai dit la population de la CEDEAO est jeune. Tout le monde le sache. Mais il y a le manque d'informations qui persiste. Alors ma question est la suite. Pourquoi la CEDEAO ne fait pas directement partie des programmes éducatifs nationaux obligatoires pour répondre à la question de la CEDEAO des peuples? Merci. Merci beaucoup. C'est le dernier intervenant. Nous allons d'abord donner la parole au professeur Ndongo et M. Diallo sera le dernier à conclure. Allez-y. Merci. Alors, si je parlais de la 1325, si vous allez dans les organisations de femmes, j'ai le sentiment que presque toutes les femmes connaissent la 1325. Pourquoi? Parce que les Nations Unies mettent de l'argent pour la 1325. Et pourtant, la CEDEAO a un instrument qui est exactement la 1325 et même plus complet. Et les femmes ne connaissent pas cet instrument-là. Il y a une disposition de la CEDEAO, quand ça a été adopté par les chefs d'État, j'ai dit que les femmes ont marabouté les chefs d'État. Parce que ce qui est contenu dans ce document-là, mais c'est même plus grave, on parle de Maputo, etc., tout ça, mais c'est encore plus avant-gardiste, mais les gens ne connaissent pas. Mais maintenant, la responsabilité de connaître, c'est aussi notre responsabilité. Il faut aller chercher un peu l'information. Alors, les décisions de justice de la CEDEAO, vous savez, certaines décisions de justice, même si elles ne sont pas suivies d'effet, il y a tout simplement un effet. Moi, j'ai compris, quand j'ai travaillé un peu dans le système de la CEDEAO, quand on dit tel État, il y a un coup d'État, l'État ne siège pas. Le simple fait de venir tirer le siège de cet État-là est une sanction, est très visible. Vous ne pouvez pas comprendre combien ça a un impact sur l'État. Il y a eu des situations, j'ai vu le président Abdoulaye Wade. Si vous dites au président Abdoulaye Wade, vous ne pouvez pas prendre part à telle réunion, mais c'est une sanction extrême. Et il faut faire très attention. Nous avons une fois fait le classement des États
où on perçoit le plus les trucs de corruption. On a fait un tableau. Et Burkina en tête, etc. Sénégal, Mali, en bas. On n'a fait qu'afficher. Le lendemain, Abdoulaye Wade a demandé à son premier ministre d'aller au Mali. Les premiers ministres se sont réunis et on a enlevé tout ce qu'il y avait comme poste de contrôle au niveau du corridor Dakar-Bamako. Il y a beaucoup de sanctions comme celle-là, mais qui ne sont pas certainement, vous n'êtes pas informés, mais des choses qui se passent. Donc il faut faire très attention. Une bonne nouvelle aussi pour la CEDEAO, le Nigeria est maintenant à jour de ses cotisations. C'est important. On était ensemble quand on a déclaré que l'argent du Nigeria, pourquoi? La CEDEAO vit d'un budget qui vient des prélèvements communautaires. Les taxes que nous payons avec la douane, 0,5 de chaque produit va à la CEDEAO. Ça fonctionnait normalement jusqu'au moment où les États ont commencé à court-circuiter, à prendre l'argent et à garder et à ne pas reverser. Et ça s'est passé. Effectivement, le géant Nigeria a fait. C'est des sommes extrêmement importantes. Et finalement, si le Nigeria donne les sommes qui avaient été gardées, bon, c'est aussi le début. Maintenant, les autres, ils vont également donner. Et ça fait aussi une manne très importante pour la CEDEAO. Bon, vous avez dit, quelqu'un a dit que quelquefois la CEDEAO peut être dure avec un État et peut-être même ne pas voir ce qui se passe avec un autre État. Je crois que souvent on fait un très mauvais procès à la CEDEAO. La CEDEAO estime que les États ont également des mécanismes d'arrêter certains processus et que la CEDEAO ne doit pas aussi venir s'immiscer dans les problèmes internes des États d'une certaine manière. Et c'est pour cela que l'intervention de la CEDEAO est souvent très subtile. 2021-2024, ici au niveau du Sénégal, personnellement, j'ai fait venir la CEDEAO 2 fois. J'ai écrit pour dire, si vous ne venez pas dans les prochaines heures, le Sénégal va brûler. Ils sont venus, ils n'ont rien fait, le Sénégal n'a pas brûlé. Ils sont repartis. Encore, j'ai fait venir, ils sont venus, rien ne se passe. La 3e fois, j'ai dit, je ne vais alerter personne. Ça va servir à quoi? J'ai eu le sentiment que le Sénégal a cette capacité-là de réagir à des situations, mais c'est extraordinaire. Mais la CEDEAO fait aussi très attention pour venir aussi dans les conflits des États. Je crois qu'on a parlé de la société civile. Je crois qu'il y a une chose qu'il nous faut retenir dans notre expérience de la société civile, c'est ce qu'on appelait le forum des peuples. Nous avons souvent organisé le forum des peuples, même si le forum des peuples n'était pas bien reçu par les chefs d'État, mais je crois que c'était un forum extrêmement important, c'est-à-dire il y a une réunion où les 15 pays
envoient leurs délégués. Les délégués viennent nous dire les problèmes qu'il y a dans les États et nous faisons la compilation de ces problèmes-là et nous les portons à la connaissance des chefs d'État. Bon, maintenant, vous n'allez pas me dire comment ça se passe, cette rencontre-là. Et je crois que l'ambassadeur est là. Il a vu souvent des situations où les gens ont pensé que je devais être enfermé. En premier d'ailleurs le Sénégal. Le Sénégal a été le premier pays pour fustiger des déclarations en disant que, bon, que c'était des déclarations inappropriées. À l'exception du Libéria, qui était le seul pays qui pouvait écouter les déclarations de la société civile. Mais ces déclarations, ce n'étaient pas mes déclarations, c'était tous les délégués qui venaient et qui disaient exactement ce qui se passait dans les États, et on prenait le temps aussi de vérifier pour ne pas porter à la connaissance des chefs d'État n'importe quoi. Mais je me souviens, la dernière fois, j'ai pris la parole pour 7 minutes. Ça a entraîné 3 heures de débat. Et surtout nos collègues qui ont été société civile et qui se retrouvent dans les gouvernements. Les critiques les plus dures, je les ai reçues des gens qui ont été société civile. Dans les gouvernements ou dans les commissions, la commission? Non, dans les gouvernements, parce que c'était les États qui étaient là. Dans les gouvernements, non, les Zainab Bangoura, etc. Zainab Bangoura a dit, pourquoi vous invitez la société civile pour venir nous insulter? Alors que c'était... Donc c'est dire tout simplement que c'est très difficile. Bon, alors je pense que il y a quand même ce forum-là est important. Peut-être que nous avons mis un peu en berne le forum des peuples, tout simplement parce que si vous comprenez le processus de prise de décision au niveau de la CEDEAO, alors vous pouvez impacter sur le processus sans pour autant aller dans des échanges houleux avec les gouvernements. Parce que pour prendre une décision au niveau de la commission, vous avez le consultant, il travaille, mais le document est porté à la société civile. La société civile donne aussi son avis. Ça va vers les États, mais la difficulté qu'on a, c'est les États, les experts des États ne veulent pas voir la société civile. C'est aussi un problème. Merci. Merci. Mais il faut qu'ils s'habituent parce que la société civile prend de plus en plus d'importance, de l'ampleur, et absolument partout. Partout. Pourtant, une chose que je vais dire ici, quand il y a eu tous les problèmes liés au stade, les femmes guinéennes qui sont venues à Dakar, on a tenu une grande réunion là-bas à Pullman. Parce que la réunion de Ouagadougou, les femmes n'étaient pas invitées. Mais c'est à cause, et le ministre des Affaires étrangères de la France nous disait que c'est parce qu'à cause de cette réunion des femmes que les chefs d'État avaient pris la décision véritablement d'enlever du pouvoir Moussa Dadis Camara. Et ça, c'est la société civile féminine guinéenne qui est arrivée à ces résultats-là. Merci. Je vais donner la parole à Asante, mais à l'endroit de Orlando, après qui va parler, je signale que la semaine prochaine, il y aura ici à Dakar la grande réunion du Forum social africain. Voilà. Merci. Okay, quickly, I think for me, we really have to accept African agency. A lot of the things that we have done self-inflicted. Nobody is forcing anybody to do term elongation, suppress the dissent in their countries, be corrupt. I mean, all these things that our leaders are doing, it's part of the reason why we are here.
And we cannot keep externalizing these things. Yes, we know there's the geopolitics. We know the hand of various states who have their own agenda. But when our countries decide to allow these things, what is the end game? It's not for the benefit of the people, it's for themselves. So I think we have to hold our leaders accountable. That is the starting point. The second point is that if the leaders are not prepared to lead, which seems to be the case currently, then the citizens must lead their leaders. Because it's as simple as that. If they fail, we are the ones that are going to bear the brunt of insecurity, of chaos, of poverty, of hunger, you know, and we cannot just be watching the disaster coming and saying that, well, we are waiting for our leaders to change. We need to find ways to insist that certain things be done. And I think people have said, you know, we need to be brave, we need to speak truth to power, we need to mobilize, we need to organize, because it's for our future, it's the future of our children, and so on. Thank you. Merci, merci. Je pense que tout a été dit. Juste pour réitérer ce que je disais tout à l'heure, réformater la CEDEAO, mais aussi réformater nos États, depuis l'imaginaire jusqu'à la pratique. Enseigner l'histoire, les humanités africaines, attaquer les causes profondes de ce conformisme à travers d'une nouvelle conscience historique. Notre ami de Côte d'Ivoire l'a bien dit, mais ça c'est possible avec une autre génération au pouvoir. Et ça, je profite, je n'avais pas le temps de le dire. On nous a aussi enseigné que le pouvoir est conquis par les partis politiques. Ce n'est pas vrai aussi. Il faut se mobiliser en tant que majorité. Les mouvements sociaux se mobiliser, prendre le pouvoir. Gestion de pouvoir responsable. Il faut changer radicalement la gestion de pouvoir. Et ça, éduquer nos citoyens à être plus responsables. Et je pense que c'est à ça là qu'on va créer les conditions pour le changement au niveau sous-régional. Au niveau sous-régional, pas communauté telle que nous avons, je suis d'accord avec mon ami. Ça ne va pas être une communauté. Une communauté ne peut pas gouverner des États. Il faut changer ça carrément. Nous devons séminer vers un gouvernement au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Pour ça, il y a des préalables. Il faut commencer les changements au niveau interne. Il faut faire alliance avec les paysans. Et c'est bien, merci Penda pour l'information. Nous n'inventerons rien. Nous allons suivre cette dynamique qui existe déjà au niveau de ces forums-là, donner plus de dynamique, provoquer de dynamique, les paysans, les classes de travailleurs, mais aussi les intellectuels. Les intellectuels, il n'y a pas de conflit entre l'académie et le militantisme. Merci. Donc, nous refusons cette neutralité épistémologique. Il faut caser ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi, je voudrais dire que je suis optimiste parce que le simple fait de poser le débat aujourd'hui sur la CEDEAO des peuples est un début de résultat. Donc, je félicite Alioune pour ce leadership. Je suis optimiste aussi parce que nous assistons de plus en plus à l'avènement d'une opinion publique exigeante. Et ça, c'est un résultat aussi. Parce que dans un passé récent, la parole, les débats publics étaient monopolisés par des élites à un certain niveau. Et les moyens de transmission étaient la presse écrite et audiovisuelle. Mais aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, un paysan qui se trouve dans un village reculé a un droit de regard sur les débats d'intérêt public, sur ce qui se passe dans son pays et ce qui se passe dans la sous-région. Donc il faut être optimiste. Aujourd'hui, si nous sommes convaincus ici qu'il faut une CEDEAO des peuples, mais il faudrait qu'on puisse élargir ce débat au niveau des citoyens à la base.
parce que ils sont majoritaires. C'est eux qui doivent se sentir concernés et doivent se sentir concernés et prendre cela en considération. Les chefs d'État aussi ne sont pas tous réfractaires vis-à-vis de la société civile. Nous sommes l'exemple en 2021 à travers bien sûr l'accompagnement de Chambas dont vous avez fait allusion ici. Donc nous avons rencontré en tant que responsable de la société civile guinéenne, nous avons rencontré au moins 7 chefs d'État de la sous-région. Ils nous ont reçus avec respect et considération et nous ont écoutés attentivement. Nous avons posé le problème de la Guinée. Donc il faut être optimiste encore une fois. Et merci à Alioune Tine. Je voudrais être rassuré par Alioune Tine que ce débat aura une suite et que les recommandations de ce forum ne vont pas rester dans le terroir. Il faudrait qu'il y ait une suite et avec l'accompagnement et l'exigence de l'opinion publique ouest-africaine, je pense qu'on pourra atteindre l'objectif de CEDEAO d'État. Le CEDEAO des peuples. Merci beaucoup.